Et bienvenue Marie-Hélène Toraval, vous êtes maire d'hiver droite de Romans-sur-Isère. Est-ce que vous avez Instagram, TikTok, tout ça? Alors j'ai Instagram, mais je n'ai pas TikTok. Et vous l'utilisez à titre privé ou à titre politique, professionnel? Alors je l'utilise qu'à titre professionnel et politique, mais à titre privé, je privilégie le contact humain. Pour moi, c'est vraiment différent, quoi. Alors c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que vous l'utilisez à titre politique? Parce que là, on vient de voir, typiquement, on a vu les mastodontes de cette campagne des européennes. Ça vous sert à quoi, vous? Parce qu'en fait, ça fait partie du plan de communication de chacun des élus, parce que je ne connais pas d'élus qui ne soient pas sur les réseaux sociaux. C'est un moyen aussi d'atteindre certaines cibles, sachant que, notamment sur certains réseaux, notamment Instagram, on a toujours tout de même... On va pas vraiment sur le fond, c'est plus sur la forme, et c'est quand même une certaine forme d'illusion, enfin, je veux dire, d'illusion de rapprochement. On reste toujours dans le virtuel, et généralement, ce qui fait le buzz aussi, c'est la punchline ou l'image associée ou la vidéo associée. Vous êtes pas mal en punchline, vous êtes connue pour ça, Madame Toraval. Je me défends. Alors, vous parliez d'un public duquel se rapprocher. Pour dire les choses, il s'agit des plus jeunes d'entre nous, qui sont au centre de toutes les attentions. Vous avez vu le déplacement de Gabriel Attal à Nice sur la mise en place d'un internat éducatif, solution proposée pour lutter contre la délinquance et le décrochage scolaire. Est-ce que mettre les enfants en internat, ça vous semble être une bonne solution ? Il y a plein de bonnes idées. Le sujet, pour moi, le sujet dans les propositions qui sont celles du Premier ministre, c'est qu'on a un ensemble de propositions, mais on n'a pas de véritable plan. C'est-à-dire qu'on est à chaque fois dans la réactivité. Je le dis depuis un moment. Là, on dit les jeunes, on va les mettre en internat, mais pourquoi on en est arrivé là? C'est-à-dire que à aucun moment on travaille sur un plan global qui traite de cette délinquance en général. Elle est née, elle a des origines. Généralement, elle est issue, bien sûr, de nos quartiers, on dit sensible, moi je le dis clairement, on avait des quartiers populaires il y a encore 30 ans, aujourd'hui on a des quartiers communautaires, donc ça c'est un questionnement. Comment se fait-il qu'on en arrive à des décrocheurs? Comment se fait-il qu'on en arrive à des délinquants? Comment se fait-il qu'on en arrive à des zones de non-droit? Cette notion de communauté, c'est une réalité sur le terrain, et je dis que si on n'y prend pas garde, et c'est déjà le cas dans certaines villes, on va passer de quartiers communautaires à quartiers ethniques qui en fait imposent leurs lois de par la culture d'origine qui est la leur. Mais justement, est-ce que l'école, c'est pas là où tout commence? Donc l'internat, il y a une proposition de loi qui sera déposée par la sénatrice Madame Evren, la sénatrice Les Républicains, pour interdire le portable à l'école. Alors en théorie, il l'est, oui. le portable. Mais là, elle veut appuyer ça dans la loi et le faire déposer à l'entrée des établissements scolaires. Typiquement, ça, ce serait utile selon vous? Bien sûr, mais alors déjà, il ne faudrait pas venir avec. Si vous dites qu'il faut déposer un portable à l'entrée de l'établissement, je veux dire, ils ont déjà du mal à gérer des casiers et la sécurité des casiers quand les enfants veulent y déposer leurs affaires scolaires. Donc, je crois qu'ils vont vraiment avoir beaucoup de soucis pour gérer un dépôt de portable. Je voudrais revenir aussi sur ces jeunes qu'on met en internat. Le problème, il est né avant, c'est-à-dire que cette notion de décrochage, cette notion de délinquance, elle est déjà en alerte lorsque les enfants sont au primaire. Je crois même qu'il y a des enfants qui pourraient être accompagnés sous une forme d'internat dès le primaire. Mais je veux dire, l'internat, ça n'a rien de nouveau. L'internat d'excellence existait déjà. L'internat sous forme de tremplin sur des milieux un petit peu plus fermés existe déjà. Je dis aussi que si c'est pour mettre des enfants aussi qui sont dits hautement perturbateurs sous une forme de mixité, je pense que c'est encore une majorité qui va en pâtir. Donc je pense qu'il leur faut vraiment un dispositif spécifique. Alors il y a une mesure qui semble avoir le vent dans le dos, c'est le couvre-feu pour les mineurs, et notamment pour les mineurs de moins de 13 ans. Alors Monsieur Ménard, qui était l'invité d'LC hier soir, dit « Moi je le fais à Béziers, je suis sûr de rien, mais je tente, on verra bien ». C'est le cas à Cagnes-sur-Mer depuis un long moment, depuis 20 ans, hein, le maire fait ça. Monsieur Estrosi va le faire. À l'inverse, à Perpignan, Monsieur Alliot dit « Moi je pense que ça sert à rien, puisque de toute façon ils ont 15 ans au moins, ceux qui sont perturbateurs ». Est-ce que vous allez le faire chez vous? Est-ce que vous le faites? Alors, pour tout vous dire, je ne l'ai pas fait. Après, je n'exclus rien, mais à partir du moment où on met en place une mesure, il faut être capable de la faire respecter. Je dis juste une chose, si vous voulez faire respecter cette mesure, il faut être en capacité de vérifier l'identité et l'âge des enfants. Eh bien, sachez que pour la police municipale, ça n'est pas possible de le faire. C'est-à-dire que c'est une prérogative qui est attachée à la police nationale, mais la police municipale n'a pas le droit de vérifier une identité si une infraction n'a pas été constatée au préalable.
préalable. Alors si on va encore confier l'application de ce couvre-feu à la police nationale, je veux dire, il va falloir à nouveau aussi et envisager augmenter les effectifs de manière significative. Au-delà du contrôle, l'aspect dissuasif, vous n'y croyez pas? Vous ne vous dites pas, tiens, certains enfants n'ont rien à faire à partir de 23h, puisque c'est l'horaire, hein, souvent c'est 23h, 6h, ils n'ont rien à faire dans la rue. Dire que j'y crois pas, non, ce serait malhonnête de ma part. Nombre de mes collègues, vous les avez cités tout à l'heure, l'ont mis en place. Moi, je pense que j'irai à la discussion avec eux. S'il y a des résultats, même un petit résultat, je pense qu'il faut pas s'exclure, faut pas exclure la possibilité de le faire. Mais la seule chose, il faut être en capacité de le faire respecter. Alors justement, ce qui fait le lien avec ce que vous venez de dire à l'instant, on apprend ce matin que la maire d'Avignon demande un renfort policier pour lutter contre la délinquance dans sa ville. Elles se sont dépassées. Est-ce que vous faites le lien direct avec le propos que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire une police municipale qui n'a pas les prérogatives suffisantes pour faire appliquer le droit ? Alors déjà, heureusement qu'on a nos polices municipales. Je rappelle que pour les émeutes, on a permis de doubler, voire de tripler les effectifs qui étaient sur le terrain grâce à nos polices municipales. C'est reconnu par l'État. Alors c'est bien de nous reconnaître et de reconnaître notre action sur le terrain, mais il faudrait faire évoluer aussi les prérogatives qui sont les nôtres. Je vous le précisais tout de suite sur le contrôle d'identité. Il y a plein d'autres sujets. J'avais écrit une lettre à François Hollande il y a une petite dizaine d'années sur ce sujet, sur l'évolution des prérogatives des polices municipales. Je vois qu'on en discute encore maintenant, donc vous voyez le temps long s'impose à nous. Il y avait un policier municipal à votre place en début de semaine dans cette émission sur la forfaitisation d'amendes, en tout cas sur le port ou transport d'armes de catégorie D. Pardon, je résume pour nos téléspectateurs, un couteau. Vous êtes contrôlé avec un couteau, si ça se passe aujourd'hui, vous allez au poste, garde à vue, désormais on pourra payer une amende sur place si on accepte de remettre son arme. Mais les policiers municipaux ne pourront pas procéder à ces verbalisations. Est-ce que c'est un exemple, ça, voilà. et une avancée que vous souhaiteriez ? Bien sûr que c'est une avancée qu'on voudrait. Enfin, je veux dire, on prend le travail de personne. Je veux dire, ce n'est pas aller imposer la municipale sur la nationale. On est suffisamment intelligent pour travailler ensemble. Et quand on travaille ensemble sur des missions ou des problématiques bien particulières, ça fonctionne. Donc, il faut lâcher du lest. Un dernier mot qui n'a rien à voir avec ce sujet, mais qui est purement politique. En tout cas, c'est ainsi que le décrit la France Insoumise. Mathilde Panot a été convoquée pour être auditionnée dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Le parquet répond à une plainte qui a été déposée. C'est la deuxième personnalité de la France Insoumise à être auditionnée dans les jours qui viennent sur ce même sujet. Ce qui est en cause là, c'est le communiqué du 7 octobre de la France Insoumise qui avait parlé d'actions militaires des Palestiniens au lieu d'actes terroristes. Il dénonce une politique de répression contre ceux qui s'élèvent contre le génocide palestinien. Je pense qu'il faudrait déjà qu'ils arrêtent la politique de provocation, qui est quand même leur marque de fabrique. Et je pense que les Français méritent autre chose. Moi, je respecte toutes les tendances politiques, mais là, pour le coup, je pense qu'ils ont poussé le bouchon un peu trop loin. Merci beaucoup, Madame Toraval, d'avoir été avec nous.